La prise en charge des enfants IMC reste encore peu connue dans notre société. Il faut dire que ces enfants atteints de l'IMC, souvent stigmatisés, discriminés, voire rejetés, sont abandonnés à leur propre sort. Pour venir au bout de leur peine, Ambisela, une méthode importée de l'Afrique du Sud qui a été mise en place pour permettre à ces enfants, à ces patients atteints de l'IMC d'atteindre leur potentiel et de s'intégrer dans la communauté de façon indépendante. IMC est prise en charge sur ce plateau d'urgence santé avec nos invités. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Sur ce plateau, deux invités pour parler des enfants IMC. À ma droite, M. Séraphin Bayatenda, il est rééducateur chargé de la formation de l'association Ambisela. Et à ma gauche, M. Toun Valks, je ne sais pas si je prononce bien le nom, il est kinésithérapeute. Monsieur Séraphin, Monsieur Toun, bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau de l'émission Urgence Santé. Monsieur Séraphin, vous êtes chargé de la formation de l'association Ambisela. Que peut-on retenir de cette association? Bon, l'association Ambisela, c'est une association qui regroupe des thérapeutes et des agents communautaires qu'on forme pour accompagner et donner de la thérapie aux personnes vivant avec handicap dans une base communautaire, c'est-à-dire donner une formation aux parents de mieux suivre leurs enfants et à ce qu'ils atteignent l'autonomie dans la vie. Et c'est une méthode qui nous vient de l'Afrique du Sud, c'est bien cela? Oui, c'est une méthode qui vient de l'Afrique du Sud avec la rareté des techniciens dans les pays sous-développés. Alors en Afrique du Sud, ils ont créé la méthode Ambisela pour faire bénéficier à tous les parents, donc un thérapeute, kinésithérapeute, peut-être dans le groupe, pour un problème moteur, il va intervenir dans le groupe, dans le cadre de la formation, il donne la formation aux parents, même s'il y a un orthophoniste, il y a un ergothérapeute. Dans le groupe, quand il donne l'information et avec un bilan particulier à l'enfant de suivi particulier, ça permettra aux parents, n'ayant pas ces services spécialisés, ils peuvent les suivre même à la maison. Nous allons donc rentrer dans le vif de notre sujet, les enfants IMC. Alors, tout ce que l'on sait de cette pathologie, de ce jargon purement médical, c'est que l'IMC n'est pas une maladie. Bon, l'IMC n'est pas une maladie dans le sens que quand on parle de l'IMC, on parle d'une infirmité motrice cérébrale. Des symptômes. Il y a des symptômes moteurs causés par une lésion qui est survenue au cerveau de l'enfant. En termes simples, l'enfant, la personne qui est IMC, a eu des troubles moteurs par une lésion qui lui est arrivée au cerveau à un certain moment de la vie, généralement à sa petite enfance. Bon, ça engendre des troubles de mouvement, l'enfant ne peut pas faire de mouvement normal, ne peut pas maintenir une posture normale, peut aussi être associé à d'autres troubles, comme les problèmes de l'alimentation, les problèmes relationnels, les problèmes d'apprentissage, les problèmes d'interaction sociale, les problèmes de communication. Et aussi, associé à cela, les crises épileptiques, qui sont généralement de certains enfants, et les problèmes qui peuvent arriver à un enfant, soit il n'a pas été pris en charge. Donc le problème musculo-squelettique qui peut arriver à la personne. Maintenant, il y a un élément précis qu'on va dire que la lésion est arrivée à un enfant au cerveau à un moment de la vie, et vous allez peut-être en savoir plus. La lésion, elle n'est pas évolutive, premièrement. Elle n'est pas contagieuse. Elle n'est pas héréditaire. Elle n'est pas héréditaire. Mais or, l'IMC, ce n'est pas une malformation en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose lors de l'évolution de la grossesse, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà pourquoi on parle des signes, des causes avant la naissance. Il y a des conséquences pendant l'accouchement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a d'autres choses après la naissance. Alors, Monsieur Toun, qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cette maladie, de cette pathologie? Ce qui peut être à l'origine de ce problème, bien souvent, la cause n'est pas vraiment connue. Bien souvent aussi, il peut y avoir, avant la naissance, des maladies quand la maman est enceinte, donc les maladies de la maman, ou des choses comme prendre des produits malsains pour l'enfant. On parle du tabac, de l'alcool. Par exemple, quand on exagère cela, ce n'est pas bien pour l'enfant.
Pendant la naissance, il peut y avoir un manque d'oxygène parce que la naissance peut durer un peu trop longtemps. Pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, c'est ça. Et après, bon, on va jusqu'à l'âge d'une année. Pendant cette année, s'il y arrive quelque chose de grave avec le cerveau, là aussi on parle de IMC. Là aussi, par une maladie, le palud par exemple, à cet âge-là, ça peut provoquer un endommagement de... Palud cérébral, ça. Voilà, quand le palud se complique. Est-ce que la méningite aussi peut conduire à l'IMC? Également, oui. Alors, les nourrissons sont les plus vulnérables dans cette question d'IMC. Pourquoi? Et est-ce qu'il y aurait une autre tranche d'âge exposée à ce problème? Oui. Ben, le pourquoi, c'est que le cerveau, à cet âge-là, est encore très vulnérable. Hein? Très fragile. Très fragile. Pour répondre à votre deuxième question, là, non, il n'y a pas d'autres âges auxquels un IMC peut arriver. IMC a sa particularité dans le sens que c'est un cerveau immature. C'est l'enfant qui est encore en croissance. Oui, en pleine formation. Et qui est encore en croissance, dont le cerveau n'est pas encore évolué. Donc au moment où le cerveau évolue, parce que la maturité, quand on fait des mouvements, dépend de la maturité cérébrale. Alors l'enfant est encore immature, donc le cerveau est encore immature, et il y a eu dommage au niveau de son cerveau. Et le dommage là est permanent. Est différent de celui qui a acquis un mouvement et qui doit le rééduquer. Or, chez l'enfant, il n'a pas acquis, il est encore en croissance, mais il y a eu dommage. Voilà pourquoi même dans ce cas, au lieu de parler même de rééducation de l'enfant, il est mieux de dire éducation de l'enfant. C'est parce qu'on l'a fait apprendre, parce que son cerveau est encore là. Vous avez parlé des symptômes de façon lapidaire. Alors pour mieux aider les parents de façon concrète, quels sont les signes, on va dire les signes d'alerte, qu'est-ce que le parent peut constater sur l'enfant qui va le tiquer, qui va le pousser à aller consulter? D'accord. La naissance, pendant la naissance, le médecin peut constater, on peut suspecter quelque chose parce que l'enfant est né peut-être prématuré. En d'autres situations, au départ, ça ne se voit pas. Au départ, ça ne se voit pas, c'est silencieux. Les enfants agissent par réflexe. Ils ont des réflexes que fait le neuropédiatre ou le pédiatre fait le mouvement. Je conseille tous les enfants le même mouvement. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'enfant et il y a eu lésion au niveau de son cerveau. En ce moment-là, l'enfant reste les 2 premiers mois, 3 mois même, sans une manifestation quelconque. Mais ce n'est qu'il arrive à un certain moment que l'enfant, en grandissant, la maman compare que son enfant n'agit plus comme l'autre enfant. Comme l'autre enfant. Il y a une différence. Il y a une différence. Bon, il constate que mon enfant ne lève pas la tête, malgré tout, il est toujours un peu mou, et c'est signe d'alerte. En ce moment, quand il le constate, ce qu'il faut faire, ça c'est le premier signe. Donc, je voudrais que ça soit très bien compris. Quand vous dites que l'enfant ne lève pas la tête, c'est-à-dire qu'un bébé de 3 mois, de 4 mois, qu'on fait asseoir, mais qui a du mal à se tenir droit, et la tête vacille à tout moment. Je veux bien expliquer. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le niveau d'évolution motrice de l'enfant. L'enfant évolue par un échelonnement des aptitudes. Vous voyez? Donc, l'enfant, quand il est encore bébé, la majorité des enfants scolaires. Bon, à partir de 3 mois, il y a certaines particularités qui commencent à apparaître. Donc l'enfant commence à intégrer certaines activités. Donc vous constatez que notre enfant, malgré qu'il évolue, il y a certaines activités qui n'acquiert pas. Qui n'acquiert pas. Mais généralement, de 3 mois, c'est un peu trop difficile aux parents. Les parents rentrent le revoient souvent à partir de 6 mois. Parce que c'est le mouvement plus global et c'est la position de s'asseoir. Mais il y a des parents aussi de 3 mois, ils trouvent que l'enfant ne s'appuie pas par la tête, il ne lève pas la tête, qui est l'attitude de l'enfant, de tous les enfants du monde à partir de 3 mois. Mais généralement les parents ici le constatent à partir de la position assise. Ils constatent que l'enfant n'acquiert pas la position assise. Ou quand on le met à asseoir, il est mou, ou il se contente bien. Donc l'enfant a un problème. En ce moment, ça c'est les premiers signes d'alerte. Bon, les premiers signes d'alerte, une fois un parent constate ça à un enfant, bien que c'est un problème moteur, il ne doit pas aller chez le kinésithérapeute d'abord. Ce qu'il doit faire, c'est courir vite à l'hôpital. Vous comprenez? Aller à l'hôpital,
voir un neurologue ou un neuropédiatre pourra faire des examens appropriés qui pourra soit lui confirmer que c'est un problème d'IMC ou c'est pas un problème d'IMC, parce que c'est pas seulement parce que l'enfant ne soit pas qu'il est IMC, non. Il peut avoir il peut arriver qu'il y ait d'autres pathologies, qu'il y ait d'autres problèmes. Okay. Quand les parents constatent ça, ils viennent directement au centre de rééducation. Alors, il peut avoir une maladie infectieuse qui évolue avec l'enfant. Au sein de l'enfant. Étant donné que les médecins ne l'ont pas observé, n'ont pas pu espérer, n'ont pas donné un diagnostic, les parents disent les signes que je vois là, c'est les signes de l'IMC. Et les gens commencent à faire tous les traitements. Non, le problème c'est il faut commencer par voir un médecin en tant que tel. Donc voilà pourquoi le diagnostic IMC n'est posé que par le médecin. Le diagnostic l'IMC n'est posé que par le médecin, pas par le kinésithérapeute. Donc en dehors de cette question de posture, autre chose, autre signe d'alerte. Autre signe, d'abord, ça c'est quand vous parlez des signes d'alerte, c'est-à-dire que en nous disant la non-acquisition d'un niveau d'évolution motrice à un enfant, ça c'est des signes d'alerte qui vous amènent que vous allez à l'hôpital. Donc ça c'est ce signe d'alerte peut parler de problèmes de mouvement, où la maman trouve que l'enfant ne mange pas peut-être bien, mais ne pas bien avaler ou ne pas bien, mais ça n'attire pas les parents généralement. Il se dit, bon, peut-être il est capricieux, des choses comme ça. Mais le problème de posture, de mouvement, que l'enfant ne fait pas. Ça doit vraiment tiquer, ça doit attirer l'attention du parent. Et le parent, on leur demande d'aller voir les. Il y a aussi le déficit intellectuel qui apparaît, les problèmes comportementaux. Oui, mais ça, on ne peut pas le voir d'emblée à l'enfance. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'un enfant de 6 mois, vous savez que s'il a un problème de déficit intellectuel? Non, mais on évolue dans les symptômes, dans les signes. Parce qu'il y a des parents qui ont des enfants peut-être qui ont déjà 2 ans. Au fur et à mesure que l'enfant évolue, il y a les signes moteurs qui se présentent. Bon, les signes moteurs l'entravent à faire certaines activités. Donc l'enfant n'apprend pas. Et il accuse un retard d'apprentissage. Vous comprenez? Les signes moteurs peuvent perturber aussi les muscles de la vue bucco-faciale, la langue avec l'ensemble des. Donc il y aura des difficultés de langage. Des difficultés de parler, vous comprenez, des difficultés de communication, difficulté non seulement de communiquer, même d'avaler, parce que des fois il présente le réflexe de succion. Même d'avaler. Chez le bébé, il a un réflexe de succion, il fait sortir la langue, mais ça peut rester un enfant un peu plus avancé. Chaque fois que vous mettez la nourriture, il le repousse par l'extérieur. Donc il y a un problème maintenant. Et ça aussi, ça doit tiquer le parent. Évidemment. Ça, ce sont des signes qui se présentent avec l'enfant. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, et on constate qu'il y a des signes du niveau intellectuel, mon enfant n'interagit pas avec les autres, il a un problème des yeux, par exemple, il n'interagit pas. Des fois, l'interaction ne vient pas seulement d'un problème des yeux, mais il y a un retard qui n'arrive pas à interpréter l'information de l'extérieur. Donc, tous ces troubles associés commencent à apparaître. Mais il est mieux d'aller vite chez le médecin le plus tôt possible. Parce que le plus tôt possible, on prend en charge l'enfant, on réduit les conséquences de l'IMC qui peuvent. Les conséquences originelles. Et c'est quelque chose originelles, c'est des conséquences liées directement à la lésion. Ça peut évoluer. Mais il y a d'autres conséquences qui ne sont pas liées à la lésion, mais qui sont liées tout simplement parce qu'il n'y a pas eu un accompagnement approprié. Il n'y a pas eu un accompagnement approprié. La prise en charge a été tardive. Ainsi de suite. Tout ça, ça va engendrer à l'enfant qu'il commence à avoir d'autres signes. Monsieur Je voudrais peut-être ajouter quelque chose, parce que vous avez parlé d'intelligence. Il ne faut pas penser, il ne faudrait pas que les parents pensent qu'un enfant IMC est d'office non intelligent. Il y en a qui sont même très intelligents, mais par leurs apparences et par leurs limites, ils ne peuvent pas s'exprimer. Bien rendre, ils ne peuvent pas bien s'exprimer. Mais il y en a qui sont, j'en ai connu qui sont devenus avocats quand même. Des enfants IMC qui sont devenus avocats. Oui, même avec un corps qui bouge. Qui bouge, voilà, déséquilibré. Difficilement. Mais oui, ils ont fait leurs études et tout ça. Oui. Alors, je vais rester avec vous, Monsieur Toun. On va prendre cette question sur les différentes formes d'infirmité motrice cérébrale. Donc, parlant de l'IMC, qu'est-ce qu'on peut retenir des différentes formes? En fait, il y a 4 différentes formes. Premièrement, on parle
une forme qui se présente sous forme de flaccidité. Donc ce sont des enfants assez flasques comme ça, qui n'ont pas trop de tension musculaire. De tension musculaire. L'autre, c'est la rigidité musculaire. Ils ont des problèmes de raideur musculaire. Là, on parle de spasticité. Ensuite, il y a les enfants qui ont des mouvements incontrôlés. Les mouvements incontrôlés. C'est ça, on parle d'athétose en fait. Surtout là, il y a les enfants qui sont bien intelligents, mais qui ont un corps très difficile. Donc, il faut vous imaginer que vous avez un corps qui ne veut bouger que comme ça, et l'intelligence est normale. Là, on se sent presque emprisonné dans son corps. Hein. Et puis le quatrième, c'est le quatrième type qui se présente sous forme d'un équilibre faible, en fait. Donc, ils ont du mal à se déplacer. Donc le mal se trouve dans un autre endroit du cerveau, en fait. Donc si je comprends bien, M. Toun, les symptômes vont différer des types d'IMC. Oui. Et c'est bien cela? Donc les symptômes sont différents. Il y a des enfants dits flasques, donc mode. Hein. Il y a des enfants qui sont spastiques. Donc chaque fois que la tension, vous le bougez ou la tension augmente. Il y a des enfants qui sont athétosiques, donc ils ne peuvent pas dominer le mouvement, ils ont une trouble de coordination de leur mouvement. Et c'est permanent. Et lui, il ne peut pas le diriger comme tel, il doit l'apprendre à le faire. Il y a d'autres qui sont ataxiques, comme je l'ai dit, qui ont un problème de trouble d'équilibre lors de réaliser. Et les mouvements sont imprécis. Hein? Enfin, ça, c'est ça. Mais chaque enfant a une particularité. Chaque enfant a une particularité. Pourquoi? C'est parce que quand l'enfant était au niveau du cerveau, ce n'est pas tout le cerveau qui est atteint. Chaque partie du cerveau contrôle toute une partie de fonction. Donc quand c'est la partie là qui est atteinte, évidemment c'est le caractère de sa manifestation. Donc si c'est une zone qui contrôle par exemple les membres supérieurs, voilà. Ce sont des membres supérieurs qui vont être en déficit. Voilà pourquoi les tableaux de l'IMC, vous pouvez trouver des IMC qui ont l'atteinte du membre inférieur, on dit paraplégique, les 4 membres, on dit tétraplégique, un côté du corps, hein, on dit hémiplégique. Donc la paralysie, c'est cela? Non, tout ce monde-là sont des paralysés. Ah oui. Paralysé affecté plus les membres inférieurs. Hein, donc on dit il est paralysé, il est paraplégique. Ça c'est même le premier signe qui a été les études de l'hémiplégie. Et des enfants, ils ont commencé par savoir les enfants qui avaient le problème des pieds, les pieds se croisaient, hein, on appelle ça le signe de Lick. C'est les premiers signes qui ont donné après, ont poussé les études à déterminer d'autres types. Alors sur la question du diagnostic, Monsieur Séraphin, vous avez dit que c'est l'apanage du médecin, mais est-ce qu'il y a d'autres examens en dehors des signes cliniques? Parce que apparemment, à vous entendre, ces signes se confondent un peu à la poliomyélite. Sur quoi se fonde le diagnostic? Je répondrai par littérature, mais c'est une question qui est purement médicale. Médecin, il est mieux placé? Qui est mieux placé, il connaît les examens qu'il peut faire. Nous voyons les signes, on peut estimer, mais la confirmation c'est le médecin. C'est le médecin. Le médecin fait le scanner, fait l'électrocéphalogramme, fait des examens pour déterminer le niveau de l'atteinte. Ils font les scanners, tout en sort. Moi, les kinés, je vois la manifestation, peut-être par mes connaissances. Je dis, bon, la personne, quand il marche comme ça doit être au niveau du cervelet. Mais ça, ce ne sont que des à peu près. Or, le concret, c'est le médecin qui le fait. Donc, heureusement qu'il y a les vaccinations anti-poliomyélite. Anti-poliomyélite. Malheureusement, il n'y a pas de vaccination anti-IMC. IMC. Est-ce qu'il est possible de déterminer le type d'IMC avant l'âge de 2 ans? Est-ce que c'est possible? Oui, bien souvent, oui. Souvent, c'est aussi un peu difficile, on peut seulement le constater un peu plus tard, mais bien souvent, on arrive à constater cela déjà avant l'âge de 2 ans, oui. Pour cette même question, l'enfant évolue. Il y a des enfants qui, au départ, sont flasques. Hein, progressivement, ils commencent à s'enraidir. Vous comprenez? Et il y a d'autres, progressivement, il y a la tétose, le trouble de coordination qui... Donc c'est avec l'évolution que les tableaux aussi peuvent changer, peuvent varier. Il y aura un tableau qui est un peu fixe, plus permanent, voilà. qui va aller avec. Et donc voilà pourquoi il y a aussi des
une mixte. Alors tout à l'heure, M. Tourne venait de nous partager une expérience comme quoi il y a un enfant IMC qui serait devenu avocat. Est-ce une façon de dire que les enfants IMC peuvent avoir une vie normale? Je ne veux pas abuser, je veux parler de l'autonomie. Le problème de la normalité, je crois que pour nos sociétés où l'IMC n'est pas encore perçu à sa dimension, n'est pas connu, et parler de la normalité veut dire à un parent que ton enfant deviendra comme les autres. Comme les autres enfants. Par contre, un enfant IMC, c'est un enfant handicapé qui va grandir IMC, c'est-à-dire que c'est un enfant handicapé à vie. À vie, il va grandir avec son handicap. Voilà. Donc voilà pourquoi on lui donne des compétences pour qu'il arrive à être autonome, pour qu'il arrive à faire des choses seul. À se prendre en charge. À se prendre en charge seul. Selon ses possibilités qu'il va atteindre au moment de l'éducation ou la rééducation qui va suivre. Voilà pourquoi cette rééducation doit être orientée, doit avoir même un projet de vie pour l'enfant. Donc voilà pourquoi le problème de la normalité, nous mettons ça dans une certaine parenthèse. Parce qu'il y a d'autres enfants qui marcheront, il y a d'autres enfants qui ne marcheront pas. Hein? Mais d'autres enfants n'ont pas marché. Il est IMC pour l'élément que M. Ton vient d'expliquer. Il y a une catégorisation. IMC veut dire un enfant qui est atteint au niveau de la motricité cérébrale. Il n'y a pas de trouble intellectuel. Les IMOC, dans une classification, les IMOC, on dit paralysie cérébrale d'une manière générale, mais il y a des spécificités. IMC n'a pas de trouble intellectuel. Quelle que soit la manière que vous le voyez, au niveau intellectuel, il est intact. Il a atteint au niveau de la motricité. Maintenant, il y a d'autres où le niveau intellectuel est un peu réduit, donc à quelques degrés près. Vous comprenez, donc il y a la classification IMOC et des polyhandicapés où totalement il est un peu touché. Vous comprenez un peu la différence. Voilà pourquoi l'enfant IMC, son autonomie, ça dépend. Il peut aller à l'école et il va à l'école. Et nous entrons là déjà dans la prise en charge. Ouais. Il va à l'école et puis il arrive à être ingénieur, directeur d'une entreprise, mais il a des mouvements tétosiques. Parce que nous devons faire la différence entre handicap physique et handicap intellectuel. Tout à fait. Vous comprenez? C'est deux choses différentes. Oui, parce qu'on a tendance toujours à dire que quand l'enfant est IMC, donc son niveau c'est un enfant perdu, retardé, tout en sorte. Non. M. Ton venait de dire tout à l'heure, les enfants atypiques sont des enfants qui ont des troubles de mouvement, ils ne peuvent pas coordonner leur mouvement, mais ils ont au niveau intellectuel, ils sont un peu plus... Et de façon concrète, que retenir de la prise en charge de ces enfants? Moi, personnellement, je préfère ne pas parler de la prise en charge. À mon avis, le mot prise en charge, ça implique un peu que les kinés, les ergos, ceux qui s'occupent des dispositifs d'assistance, les orthophonistes. Les orthophonistes. Ça implique que ceux-là vont s'occuper de l'enfant, des parents. Et moi, je préférerais qu'on parle d'un accompagnement, que les techniciens accompagnent les parents pendant une période assez prolongée, voire à l'âge adulte, voire plus, pour atteindre cette autonomie dont on vient de parler. Monsieur Séraphin, allez-y avec cet accompagnement. Donc, qu'est-ce qui se fait de façon concrète? L'enfant, comme nous venons de parler, l'enfant est atteint en différents secteurs, on va être un problème intellectuel, des problèmes qui demandent l'intervention de beaucoup de techniciens. Pluridisciplinaire. A une connaissance de base, pour accompagner les enfants. Je suis kinésithérapeute, je accompagne l'enfant et pour le problème de la kiné, je lui montre à la maman si, indépendamment de connaissance de base, il y a quelque chose qui regarde l'orthophonie, bien que les connaissances de base que je vais lui donner pour la communication, je le refais et travaille avec un orthophoniste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un accompagnement qu'on fait avec l'enfant parce que l'enfant IMC ne voulut pas à l'hôpital. On précise sur son lieu de vie. Ah, l'enfant IMC n'évolue pas à l'hôpital, voilà, mais sur son lieu de vie. C'est son lieu de vie. Alors le lieu de vie, c'est peut-être un facteur qui peut être cause d'une aggravation de ce problème moteur, pas de la lésion, mais peut-être aussi un moyen pour l'amélioration de son problème. Étant donné qu'il vit dans ce milieu, il grandit dans ce milieu, s'ils sont encadrés de la manière
comment être avec lui, comment lui donner telle possibilité, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser, les messages donnés par les spécialistes, et nous les accompagnons, ça va permettre aux enfants d'acquérir une autonomie Donc dans cet accompagnement, il y a aussi les parents qui sont sensibilisés. Oui, oui, oui. Là, on arrive à quelque chose de très important, en fait, parce que je pense que le résultat de ces accompagnements dépend de 90% de la coopération des parents. Donc, c'est les parents qui doivent accompagner leurs enfants avec le soutien des techniciens. Ouais. La prise en charge se fait sans parents. Et il faut déjà dire d'emblée, c'est une prise en charge qui ne marche pas. Une prise en charge ratée. Ça ne marchera pas parce que l'enfant doit répéter certaines choses. Si l'enfant ne doit pas être toujours dépendant du thérapeute. En Europe, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des centres où on amène l'enfant. Il y a tous les techniciens. L'enfant passe sa journée là-bas avec les techniciens. Donc il a eu un accompagnement fait par les techniciens. Par les techniciens. 24 heures sur 24. Ah, 24 heures sur 24. Donc c'est ça, c'est son quotidien qui fait la condition de son développement. Donc ici, c'est la maison qui est le... Donc voilà pourquoi Ambicela travaille avec les parents. Je suis formateur Ambicela, je travaille avec les parents, je fais la formation aux parents, je leur montre, je les accompagne en tout pour tout et je leur montre les procédés thérapeutiques de ma spécialité. Ce qui n'est pas de ma spécialité, je demande à d'autres. Vous référez. Et ainsi de suite. On travaille ensemble. Mais il y a une connaissance de base sur comment alimenter l'enfant, comment positionner l'enfant, ainsi de suite. Alors on va prendre cette dernière question avant de nous séparer. Très souvent, les enfants atteints de l'IMC sont stigmatisés, ils sont discriminés, ils sont abandonnés à leur propre sort. Et ce sont des enfants qui sont parfois traités de sorciers, de phénomènes. Et dans notre langue, la langue vernaculaire, on parle des bitomis. Monsieur Bayenda, un mot à propos. Bayatenda, autant pour moi. Depuis fort longtemps, nous avons tendance à faire savoir aux parents que l'enfant IMC, il n'est pas malade, mais c'est quelque chose qui est arrivé, un accident qui lui est arrivé. Premièrement, des fois, il n'est pas malade pour les parents. Ils voient l'enfant, ils disent, mais on dit qu'il n'est pas malade, comment? Ça, c'est la première information. Deuxièmement, la cause, on se dit de la cause, c'est telle cause. Nous l'avons dit aux parents, mais les parents ne comprennent pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne comprennent pas? C'est ça même la raison de l'AMBC. Les parents ne comprennent pas parce que nous leur donnons une information, mais il faut travailler avec eux. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec eux, vous dites non, ça c'était dû à telle chose. Pour l'aider, on doit faire ça. Et le parent, quand il voit les changements, lui se dit alors, je comprends que ce n'était pas un problème de mystique, c'était un problème dû à telle chose. Vous comprenez? Le problème, il ne s'agit pas seulement de dire que la cause n'est pas mystique. Le problème, il ne s'agit pas de dire que les gens stigmatisent l'enfant, mais le problème, il faut les amener à voir le concret de la chose. Comme ça, il se rendra compte que réellement, l'enfant n'a pas de problème. Mais ça, c'est une campagne de sensibilisation qui doit être un peu plus élargie au niveau de la République. Comme nous avons expliqué au départ, nous avons parlé des causes de l'IMC, nous avons parlé des signes de l'IMC. Tout ce que nous avons dit est médical, est objectif. Donc le parent qui nous écoute comprend déjà que ce qu'on me dit, c'est par ignorance. C'est par ignorance qu'ils disent que l'enfant là vient de telle partie. C'est par ignorance qu'ils pensent que l'enfant là est fini. Non. M. Ton venait de dire qu'il y a eu un avocat. Il y a des avocats. J'en connais d'autres aussi. Mais non, c'est pour dire que c'est cette ignorance-là qui nous amène à stigmatiser les enfants. Mais c'est que les enfants ont des possibilités que nous devons les accompagner. Au lieu que ce soit seulement le parent qui accompagne, nous demandons que toute la société, ayant compris ça, nous tous, nous avons le devoir d'accompagner les enfants. Et donc on arrête avec les féticheurs, on arrête avec les bizingas. Oui, et la seule adresse, c'est l'hôpital, un centre hospitalier. Un centre hospitalier et les centres de réadaptation. Donc, nous avions le centre de réadaptation. Monsieur Séraphin Bayatenda, merci. Monsieur Ton Valks, merci également à vous. Merci. Moi aussi, c'était un grand plaisir et vous comprenez que moi et notre association, on apprécie beaucoup le travail que M. Bayatenda avec ses collègues fait pour les enfants IMC Guilard.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre entretien qui a porté sur les enfants IMC, une thématique pas trop bien connue de notre société. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Merci à vous et bonne suite de programme sur Lux Télévision.